me suis donc proposé de réfléchir avec vous sur un sujet ainsi articulé. Cohabitation, la cohabitation en Mauritanie, problème et esquisse de solution. Vous comprendrez que c'est un peu ambitieux, même très ambitieux, de vouloir parler de la cohabitation, de ces problèmes et s'efforcer de dégager une esquisse de solution. Mais bon, nous allons réfléchir ensemble. J'ai pensé que le sujet en lui-même était en lui-même assez pertinent et surtout qu'il recoupait en ce moment avec les préoccupations fondamentales des Mauritaniens. Et dans un deuxième temps, nous allons, ce qui va nous amener, en tout cas de mon point de vue, à la mise en exergue de la question du racisme d'État, et que nous allons mettre justement, prouver, en revisitant un tout petit peu l'histoire. Donc nous procéderons, nous allons un peu dans une rétrospective voir l'histoire du racisme d'État en Mauritanie. Et là, rassurez-vous, je ne serai pas assez prolifique, je voudrais juste soulever là un certain nombre d'événements qui, dans l'histoire récente, l'histoire politique récente de la Mauritanie, ont été assez importants. Et en troisièmement, nous allons nous efforcer de faire un peu l'état des lieux. Quatrièmement, nous dégager une esquisse de solution. Et enfin, parler des méthodes d'action. Voilà. Bien. La cohabitation, quand on parle de cohabitation, où que ce soit, et particulièrement dans le contexte mauritanien, cela suppose qu'il y a des entités anthropologiques, des entités sociales qui vivent ensemble, qui partagent un territoire. Et pour le cas précis de la Mauritanie, la meilleure manière de parler de la cohabitation, c'est de la définir au plan démographique. Elle pourrait ainsi être définie comme étant une nation, encore que nous allons discuter ce terme, mais disons un pays qui est composé par une population biraciale et multilinguistique. Biraciale parce qu'il y a deux races, globalement les communautés noires de Mauritanie dans lesquelles on retrouve ceux que l'on appelle communément les négro-africains, Halpulaar, Soninké, Wolof et les Haratines qui forment les communautés noires de Mauritanie. Et de l'autre côté, vous avez les arabo-berbères qui sont de race blanche, de culture arabe. Et ce qui suppose quoi? Ce qui suppose que cette définition nous permet de nous rendre compte d'une chose qui est évidente, qui est loin des discours de type démagogique, qui jusque-là ont voulu instituer que la Mauritanie était déjà un État-nation, ce qui est complètement faux. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une nation? Une nation est un groupement humain dans lequel les individus se sentent unis par des liens à la fois spirituels et matériels et se conçoivent comme différents des autres groupements nationaux. Sinon, ce n'est pas du tout en soi une nation. Donc, ainsi, cette définition plaquée au contexte mauritanien, nous pourrons ainsi dire qu'il y a pratiquement autant d'ethnies que de nationalités. Ou alors, à la limite, pourrions-nous parler de deux grandes nationalités. D'une nationalité négro-africaine, parce que les similitudes culturelles qu'il y a entre les Halpulaar et les Soninké et les Wolof pourraient peut-être nous amener au-delà des divergences linguistiques à nous dire qu'il pourrait ou alors qu'il tendrait à constituer une nation au sens anthropologique même du terme. Et naturellement, il y a la nation arabo-berbère en soi. Et ce qui suppose donc qu'il y a des entités qui sont différentes racialement, différentes linguistiquement, différentes culturellement. Et c'est d'ailleurs cette cohabitation historique entre négro-africains et arabo-berbères qui a fini par pondre cette communauté tampon que l'on appelle les Haratines, que l'on pourrait ici définir comme étant les esclaves et anciens esclaves, qui au gré de l'histoire, auraient constitué un peu la résultante des exactions qui ont été commises dans l'histoire et qui ont amené ainsi ce qui constitue aujourd'hui la majorité de la population mauritanienne, car les Haratines font quand même autour de 45% de la population de la Mauritanie, eh bien, c'est une sorte de boulet qui interpelle notre conscience. Et je dis que les Haratines sont par définition hybrides parce qu'ils sont racialement noirs, ils sont linguistiquement arabo-berbères et ils sont culturellement hybrides.
nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur ces aspects de la question. Et c'est cela donc, ce sont ces différences-là, mais également ce sont ces similitudes, mais également ces différences, voire ces contradictions qui font qu'il y a, depuis sa naissance, un réel problème de cohabitation en Mauritanie. Les termes ont changé, les appellations changent, mais la substance, la quintessence reste la même. À un moment donné, les premiers nationalistes préféraient parler de la question nationale. C'est la même chose. Aujourd'hui, nous avons trouvé le terme cohabitation beaucoup plus explicite. Mais tous ces termes font allusion à la même chose. Et donc, il y a cohabitation parce qu'il y a similitude et différence entre des entités cohabitantes. Maintenant, la cohabitation devient en soi un problème lorsque la gestion de ces différences-là n'est pas du tout faite de manière équilibrée. Lorsque la gestion de cette différence est faite de sorte que, une seule communauté s'arroge l'ensemble des droits, s'accapare de l'ensemble des richesses, s'accapare de l'avoir, du pouvoir et du savoir, et marginalisant ainsi de facto les autres communautés noires. D'où la notion de racisme d'État. Racisme parce que, la communauté arabo-berbère de race blanche, qui semble minoritaire, à mon avis, elle fait moins de 20% de la population, qui marginalise la majorité noire qui fait plus de 80% de la population. Donc il y a problème entre races, cohabitation entre races. Mais cela ne s'arrête pas seulement là. Mais à partir du moment où il y a ce problème donc, racial, et nous disons qu'il y a racisme d'État lorsque le racisme ne se situe pas seulement entre les individus. Lorsque le racisme est en quelque sorte instrumentalisé, mis en œuvre par l'État lui-même, et cela de tout point de vue. Nous reviendrons certainement sur ces questions dans les autres parties. Et pourquoi donc nous disons qu'il y a un racisme d'État? Ce racisme d'État-là, c'est lorsque, par exemple, au sein du gouvernement mauritanien, et cela depuis 1960 à nos jours, il y a une loi non écrite nulle part, de 1/5, qui fait que sur un gouvernement d'une trentaine de ministres, systématiquement, au grand maximum, les Noirs ont seulement 5 portefeuilles ministériels. Et encore qu'on s'arrange toujours pour que ces 5 portefeuilles ministériels soient donnés à des nègres de service qui obéissent à l'œil et au doigt des autorités qui les ont employés. C'est lorsque, sur les investissements, plus de 83% des investissements à moyen et long terme en Mauritanie sont effectués non pas dans les villes du sud qui sont pourtant les plus pauvres, mais complètement au nord. C'est lorsque, pour prendre un exemple très précis, le nord est extrêmement vaste, mais il est relié d'un bout à l'autre à la capitale, à Nouakchott. Alors que jusqu'à présent, en dépit du flux et de la densité de cette population, le Guidi Maha, par exemple, reste complètement abandonné, et jusqu'au moment où je vous parle, pendant les saisons de pluie, beaucoup de populations de ces populations de Guidi Maha là, lorsqu'elles sont confrontées à des problèmes d'évacuation, risquent leur vie parce qu'il n'y a pas de goudron entre Nouakchott et Siliberi. Et enfin, donc, il y a racisme d'État lorsque l'éducation, lorsque les forces armées, dans les forces armées et de sécurité, sur un concours quel qu'il soit au sein de ces forces armées-là, surtout pour ce qui est en tout cas des officiers, sur une douzaine d'officiers que l'on recrute, il y a au maximum 2 mois. Et l'exemple le plus terrible qui nous a été donné l'année dernière, qui devient déjà maintenant l'année d'avant, avec l'ouverture du collège militaire, ils ont recruté 90 enfants qui vont subir leur cursus dans un nouveau collège dit militaire et qui vont sortir comme les officiers. Ce sera un peu là les futurs officiers supérieurs des forces armées d'ici 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Ils avaient recruté 90 gosses et les 90 gosses sont arabo-berbères, pas un seul noir. Nous avons crié, conférence de presse, crié, et c'est en ce moment-là, avant l'ouverture des écoles, ils sont allés chercher 3 noirs pour colorier un peu. Donc maintenant, nous avons un effectif de 93 enfants soldats
eh bien, sur ces 93-là, les 90 sont arabo-berbères. Vous ne pouvez pas du tout le justifier cela face à une démographie où nous faisons plus de 80% de la population. C'est cela le racisme d'État. Donc c'est lorsque l'État lui-même met en œuvre et déroule un système qui se veut raciste, exclut, lorsqu'une minorité, parce que simplement elle s'est accaparée du pouvoir, exclut une écrasante majorité de la population. Et donc le terme de racisme d'État est à mon sens particulièrement pertinent, même s'il a été pendant très longtemps combattu par beaucoup de gens, et cela porte parfaitement à tort. Et le racisme d'État, donc, dans le cadre de cette histoire-là, il faut l'illustrer à travers l'histoire, et pour savoir qu'il ne descend pas du ciel. Ce racisme d'État ne date pas d'hier ou d'avant-hier, et ça, je le dis pour les nouvelles générations qui sont là, qui ont tendance un peu à croire que c'est un phénomène nouveau, un phénomène à la mode. Non. Ce racisme d'État a été pratiquement, disons, il est né avec la Mauritanie. Il a existé avec la Mauritanie dans sa genèse même. Et j'en veux que, nous avons rappelé là un certain nombre d'événements. Dès 1966, des événements vont secouer l'ensemble de la Mauritanie. Donc nous sommes à 6 ans après les indépendances. Qu'est-ce qui va se passer? On va... Parce que simplement, on voudrait, sous le prétexte fallacieux, et nous sommes sous le régime de Mokhtar Ould Daddah, sous le prétexte fallacieux donc qu'il veut aboutir à une indépendance complète de la Mauritanie, qu'il faut donc réformer l'éducation, faire que la Mauritanie soit plus indépendante, on entreprend une réforme du système éducatif. Et qu'est-ce qui se passe à travers cette réforme du système éducatif? Eh bien, on décide donc d'abandonner l'enseignement hérité du colonisateur, ce qui est bien. Les négro-africains non plus ne sont pas contre le fait que l'on soit indépendant autant que faire se peut. Mais bien, seulement lorsque l'on décide de substituer cet enseignement-là, on voudrait le remplacer par l'enseignement en langue arabe. Comme si la Mauritanie n'était faite que d'arabe. Comme si tous les Mauritaniens devaient s'exprimer en langue arabe, niant de facto l'existence des communautés négro-africaines. Et naturellement, les élèves déjà du lycée national de l'époque vont entrer en révolte, entrer en grève, exigeant tout simplement, combattant ici cette réforme. Et cela va se traduire pratiquement par une situation d'insurrection, une situation de guerre civile qui fera 3 morts. Et ils recevront d'ailleurs le soutien d'une élite intellectuelle négro-africaine qui va publier un document très célèbre que l'on appelle le Manifeste des 19. C'est encore ici. La nouvelle génération à laquelle j'appartiens, et c'est important que cela se dise, c'est l'occasion pour moi de rendre ici un hommage vibrant à ces pionniers de la contestation, à ces pionniers qui se sont battus déjà très tôt pour l'avènement d'une Mauritanie non raciale. Eh bien, cette contestation-là va servir à quelque chose parce que le régime de Mokhtar Ould Daddah va quand même reculer, hein, mais seulement ce sera un recul de courte distance parce qu'ils reculeront pour mieux sauter. Et plus tard, seulement en 1979, donc presque, je crois, 13 ans après, ils reviendront à la charge. Mais cette fois-ci, se disons, puisque les négro-africains contestent l'imposition de l'arabe, il faudra le faire de manière beaucoup plus insidieuse. Voilà pourquoi la réforme de 1979, pour parler d'elle, a été beaucoup plus insidieuse. Eh bien, certains en parlent en termes de circulaire 02, de cette fameuse circulaire qui augmentait de manière exponentielle le coefficient de l'arabe le coefficient de l'arabe sur les autres matières. Et du coup, là aussi, un certain nombre d'élèves et étudiants, hein, des mouvements comme le mouvement des élèves et étudiants noirs, entre autres, vont entrer en révolte et amener ainsi le régime à une forme de secousse qui va se traduire par des négociations. Et dans ces négociations-là, pour lâcher un peu du lest, ils accepteront, sur la proposition de cette élite intellectuelle négro-africaine de l'époque, le principe de promouvoir les autres langues nationales mauritaniennes. Ils vont ainsi créer l'Institut des langues nationales. C'est en 1979. Eh bien, dans le document qui portait création de cet Institut de langue nationale, cette institution avait la mission d'expérimenter l'enseignement de ces langues nationales pendant 10 ans, de créer l'outil pédagogique. Au bout de ces 10 ans, si l'expérience est concluante, on passait à une deuxième phase d'introduction effective du Pulaar, du Soninké et du Wolof dans le système éducatif au même titre que l'arabe. Voilà le principe qui avait été retenu, et cela sous la pression
eh bien, de l'opinion publique négro-africaine. Nous étions en 1979 et là encore, j'avais 5 ans. J'ai dit que le combat, cela fait très longtemps qu'il se mène et nous avons le devoir de le poursuivre sous cet angle-là. À partir de ce moment-là, bien, cela veut dire qu'en 1989, donc 10 ans après, puisqu'il fallait pendant 10 ans expérimenter, nous devions passer à la deuxième phase. Vous avez certainement, ceux qui étaient à l'intérieur du pays ont dû remarquer dans toutes les grandes villes du Sud des classes expérimentales où on apprenait le pulaar, le soninké, le wolof, et globalement l'expérience a été bien concluante. Seulement en 89, où il fallait passer à la deuxième phase d'introduction de ces langues dans le système éducatif, non seulement on ne voulait pas entendre parler du pulaar, du soninké, wolof comme étant des langues mauritaniennes, mais en plus on ne voulait même pas accepter que la Mauritanie était un État biracial et multiculturel. Et en 1989, les nasseristes et autres racistes arabo-berbères ont conçu, planifié un vaste plan de dénégrification de la Mauritanie qui attendait seulement une braise. Et cette braise, ils vont en profiter à cause d'un différend frontalier entre la Mauritanie et le Sénégal. On fait monter les enchères, on demande aux Sénégalais de rentrer chez eux, on se met à les attaquer dans les rues de Nouakchott en créant en toutes pièces des milices encadrées par les forces armées de sécurité. Et lorsqu'on finit par rapatrier tous les Sénégalais, on se dit, c'est le moment ou jamais de régler notre problème, le problème de ces Noirs une bonne fois pour toutes. Et on fait suivre plus de 120 000 Mauritaniens cette fois-ci. Noirs mauritaniens seront déportés de l'autre côté. S'ils ne sont pas déportés, ils sont sous la menace, ils vont être obligés de s'enfuir également pour aller au Mali. Nous nous retrouvons ainsi dans une situation, et je l'affirme, et je pèse bien le mot, c'est une véritable situation de génocide, parce qu'à un moment donné, l'État du Sénégal ne voulait plus accepter de prendre des gens qui sont dépossédés de tout, qui étaient des boulets, qui risquaient de remettre en cause la sécurité de l'État du Sénégal. Eh bien, ils vont tout simplement se dire, nous ne prenons plus personne, nous ne pouvons plus prendre, faites-en ce que vous voulez, ce sont vos compatriotes, vous en faites ce que vous voulez. Eh bien, le régime se dit, maintenant, puisqu'on ne peut plus les rapatrier hors des frontières, on les élimine. C'est le début du génocide, qui va s'étendre d'ailleurs du reste jusqu'en 1992. À mon avis, entre 50 000 et 80 000 personnes sont mortes. Il n'y a jamais eu d'enquête. Si on me dit que le chiffre est de trop, eh bien, si les autorités pensent que le chiffre est de trop, qu'elles acceptent le principe des enquêtes et qu'ils vont faire la lumière sur ces événements pour que nous sachions combien de personnes sont mortes, dans quelles conditions ces personnes-là sont mortes. Bien. Ce que cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement qu'en 1989, au moment où on devait passer à la mise en œuvre de cette fameuse réforme qui allait enfin donner l'espoir de l'avènement d'une Mauritanie non raciale, d'une Mauritanie égalitaire, on passe à la vitesse supérieure pour tout simplement exterminer les Mauritaniens. Et donc c'est toute cette situation qui va d'ailleurs amener à une prise de conscience de plus en plus généralisée un certain nombre de forces politiques pionnières négro-africaines. Autour des années 1983, eh bien, plusieurs organisations vont entrer en synergie pour créer les Flammes, les forces de libération africaines de Mauritanie. Et 2 ans après, le premier document va être signé. C'est le manifeste du Négro Mauritanien opprimé que je vous conseille de lire et de relire. Moi, je le relis pratiquement tous les ans et croyez-moi, à chaque fois que je relis ce document, j'ai l'impression qu'il a été rédigé hier ou avant-hier tellement il est actuel. Avec cette seule différence, c'est que les statistiques que l'on retrouve dans le manifeste du Négro Mauritanien opprimé, eh bien, en général, qui tournent autour de 25-80%, le problème est devenu pire. Maintenant, si on refaisait les statistiques, eh bien, sur la réforme, lorsque l'on a, par exemple, il y a cela 2 ans, chamboulé l'organigramme du ministère de l'Intérieur, où on a procédé par des nominations partout, sur 98 nominations, il y avait seulement 8 Noirs et 90 nominations concernant les Arabo-Berbères. Donc, les statistiques donc, vont tout simplement en s'amplifiant. Et en 87, vous le savez, il y a eu une tentative de putsch, mais seulement... Et quand je rappelle ces événements-là, je ne les rappelle pas seulement pour les rappeler. Je les rappelle encore une fois pour montrer comment est-ce que se traduit ce racisme d'État-là. En 1986, j'ai dit que lorsque les flamistes vont écrire le manifeste du Négro Mauritanien opprimé, ils seront tous mis aux arrêts alors qu'ils n'ont fait que dénoncer une situation réelle et en plus demander l'ouverture d'un dialogue pour le règlement définitif de la question. Et d'ailleurs, le document se termine par un appel à l'ensemble des communautés mauritaniennes. Mais ce qui va se passer, c'est que
eh bien, non seulement on va les mettre aux arrêts, les juger, et pour la première fois dans l'histoire de la Mauritanie, pour un délit d'opinion, des hommes et des femmes sont condamnés pour des peines allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme. Ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire de la Mauritanie. Et jusqu'au moment où je vous parle, pour des délits d'opinion, jamais on n'a vu un arabo-berbère qui a été jugé, qui s'est retrouvé condamné même à une année. Et en 1987, c'est la même chose, parce que simplement des négro-africains militaires ont eu à songer, à s'accaparer du pouvoir. Alors que les coups d'État en Mauritanie, nous en avons connu, ou alors je veux parler des tentatives de coups d'État, pour être précis, parce que ce n'est pas un coup d'État, il n'a jamais connu un début d'exercice. Donc les tentatives de coup d'État, on en a connu rien que sous le règne de Maouya ou Ahmed Taya, une bonne vingtaine. Mais puisque cette fois-ci c'était des Noirs qui ont osé s'accaparer du pouvoir, ça n'était de trop. Qu'est-ce que l'on fait? On les juge et on en décapite 3. Si Saïdou, Sar Amadou, Basseidi vont se retrouver jugés, condamnés à mort et exécutés. Leurs autres camarades seront condamnés à des peines lourdes et envoyés là-bas au bagne de Walata. Allez-y rejoindre vos autres amis qui font des malins. Donc, la justice n'a jamais été là pour tout le monde. Et pourtant, nous le savons. Le coup d'État de Oulhanana, quelques années plus tard, qui lui n'a pas été une tentative de coup d'État, il a été un coup d'État qui s'est exécuté, qui a échoué, qui s'est traduit par 26 morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une seule personne qui a été exécutée? Mais non, parce qu'en Mauritanie, un blanc, un arabo-berbère a le droit de songer à prendre le pouvoir. Quand on le prend, c'est pas grave, on le sanctionne. Mais un noir ne doit jamais songer à prendre le pouvoir en Mauritanie. C'est cela le racisme, c'est également cela le racisme d'État, traduit sous l'angle de la justice. Et en 1999, on nous dit, bon, ben écoutez, parce qu'ils n'en ont pas terminé jusque-là, toutes les réformes qu'ils ont mises en œuvre, avec l'objectif d'assimiler par voie de force les populations négro-africaines pour en faire des nègres arabes, les assimiler culturellement, linguistiquement. Ainsi, nous deviendrons, au bout de quelques années, un peu comme les Noirs que vous voyez en Tunisie, en Algérie, qui sont des nègres arabes. C'est cela l'objectif. Eh bien, mais ils n'ont jamais réussi à le faire. En 1966, ils ont échoué. En 1979, ils ont échoué. En 1999, ils reviennent à la charge. Ils se disent, parce que jusque-là, on avait un système dualiste. Ça veut dire qu'il y avait d'un côté les dits bilingues, globalement les négro-africains, et les arabisants. Mais ils se sont dit, mais tant que il en sera ainsi, nous leur donnons quelque part un refuge. Tous les négro-africains vont se réfugier dans la filière bilingue et résistent ainsi à l'assimilation. Hein? Ce n'est pas étonnant si moi encore aujourd'hui je suis incapable de m'exprimer correctement en Hassania. Ce n'est pas parce que je ne peux pas le faire, mais c'est parce que nous appartenons à une génération qui, par résistance, refuse de s'exprimer dans cette langue-là, refuse d'apprendre cette langue-là. Eh bien, il faut entamer une réforme, mettre un terme à cette dualité dans le système éducatif. De cette manière-là, ils n'auront d'autre choix que de parler l'arabe, de comprendre l'arabe, et ainsi nous réussirons à leur imposer. C'est cela l'esprit de la réforme de 1999, du moins interprétée par moi. Et nous étions à l'université de Nouakchott, quelques-uns de mes anciens camarades sont là, M. Sao et autres. Je me rappelle que nous avions mobilisé nos camarades de la faculté de droit, de la faculté des sciences et techniques, nous avions organisé une grande assemblée générale à l'université de Nouakchott, où nous avions la réforme, qui était, je me rappelle, en 17 articles, votée à l'Assemblée nationale, parce que la fameuse démocratisation est passée par là depuis 1991. Eh bien, pour expliquer un peu que nous devrions nous mobiliser pour tenir cette réforme en échec. Nous avons échoué. Nos camarades n'ont jamais voulu nous suivre. Et c'est vrai qu'ils avaient utilisé une communication assez intense. Nous n'avons rien pu faire face à cette réforme-là qui s'est retrouvée votée. Et naturellement, pour toujours, et d'ailleurs, s'ils ont réussi, là encore, à berner l'opinion négro-africaine, c'est parce qu'ils leur ont dit, écoutez, vos langues nationales, nous ne les nions pas, nous leur donnons un statut supérieur. Donc, nous supprimons l'Institut des langues nationales, c'est vrai, mais nous créons un département à l'université. Donc, vos langues nationales, elles évoluent. Ce qui était complètement faux. Beaucoup ont cru. Nous n'avons pas pu, ou nous n'avons pas su à l'époque, expliquer que c'était tout simplement une arnaque
Et la preuve, c'est que quelque part, c'est un département, parce que c'est un département qui appartient à la faculté où j'enseigne moi-même, et c'est un département qui n'existe que sur les textes. Et pourquoi? Parce que on crée un département et on est sûr que personne ne va s'y inscrire, parce qu'au bout du compte, il va former des gens qui n'auront aucun débouché. Qui va s'inscrire dans un département où, au bout de 4 ans, il aura une maîtrise, où il risque tout simplement de ne pas trouver du travail. Donc ils l'ont fait pour nous obnubiler, mais et d'ailleurs, depuis quelques années, le Pulaar ne s'enseigne plus dans ce département, qui est dirigé par M. Ouad. Cela, c'est un autre combat. Voilà donc, vous voyez donc que l'histoire de la Mauritanie, presque de manière régulière, eh bien, nous permet bel et bien d'admettre l'idée qu'il y a un racisme d'État qui est né avec la Mauritanie elle-même et qui se poursuit. Ce qui m'amène donc au deuxième point de mon exposé, l'état des lieux. En ce moment, où en sommes-nous? Au plan économique, les Noirs n'ont même pas les 10% des richesses de la Mauritanie. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez les négro-africains qui essaient un peu de sortir des lots, et cela grâce d'ailleurs à notre diaspora que vous êtes, qui arrive encore à envoyer, à impulser une forme de dynamique économique. Mais globalement, les Haratines qui font plus de 45% de la population, eh bien, n'ont pratiquement pas accès à l'école. Et n'ayant pas accès à l'école, je veux dire pour l'écrasante majorité des Haratines, eh bien, ils n'ont aucune possibilité d'accéder à cette promotion sociale. Et la majorité donc est docker, et encore une situation extrêmement difficile, que lorsqu'ils réclament de décharger un camion avec 500 oublias de plus, on va chercher des manœuvres au Mali et au Sénégal pour leur dire, si vous ne voulez pas faire le travail, restez là. Et rien que l'an dernier, vous avez dû certainement entendre parler de la grève des dockers que nous avons essayé de soutenir, et il a fallu d'ailleurs à un moment donné en arriver aux mains pour que les Maliens rentrent chez eux et que les commerçants consentent à augmenter un tout petit peu. Une situation donc économique désastreuse pour les communautés noires. Une situation politique, et je l'ai déjà dit, aujourd'hui encore, il y a la fameuse loi en 5e au niveau du gouvernement, parce que le gouvernement c'est très visible, mais lorsque vous descendez au niveau des postes de secrétariats généraux et des directeurs, eh bien, vous avez à peine, sur 100 nominations, vous avez à peine 16 nominations de Noirs. Halpulaar, Soninké, Wolof et Haratine compris. Au plan de l'éducation, nous en sommes là. Et nous en sommes là parce que jusqu'au moment où nous parlons, en dépit de tout ce qui a été fait, l'introduction de nos langues nationales, du Pulaar, du Soninké et du Wolof dans le système éducatif n'est pas encore à l'ordre du jour. Et enfin, l'école publique est complètement abandonnée. La corruption fait que l'élite intellectuelle en ce moment à l'intérieur du pays n'a pas du tout envie de faire quelque chose pour que l'éducation s'améliore, parce que dans tous les cas, eux, ils ont les moyens pour amener leurs enfants dans les meilleures écoles. Et il se trouve que là encore, ceux qui n'ont pas les moyens, donc pour éduquer leurs enfants, ce sont les communautés noires, les peuples Soninké et les Wolofs, qui vont faire de très mauvaises scolarités et qui auront moins de diplômés, et vous voyez donc que le rouleau compresseur se poursuit ainsi. Les forces armées de sécurité, là c'est une autre catastrophe. J'ai l'habitude de dire que l'un des problèmes fondamentaux de la Mauritanie, ce sont ces forces armées de sécurité. Et en ce moment, ce sont elles qui font et qui défendent les pouvoirs. Lorsqu'un pouvoir n'obéit pas exactement à leur dessein, elles n'hésitent pas du tout à le défaire. Mais seulement au niveau des forces armées et de sécurité, notre représentativité tourne autour de 10%, surtout au niveau des officiers et sous-officiers. Or, il se trouve que, comme par hasard, ce sont ceux-là qui peuvent planifier les coups d'État, les faire ou alors influer sur le cours des événements. De sorte qu'il n'y a aucune chance, de ce point de vue-là, que nous puissions là aussi émerger de l'eau. Quatrièmement donc, ce qui va m'amener à parler d'une esquisse de solution. Qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation? Dans un premier temps, il faudrait que l'ensemble des forces politiques, je ne sais pas quel moyen il faudra utiliser, mais il faudra amener les Mauritaniens, quels qu'ils soient, à accepter le principe d'un débat national sur la cohabitation. Rien de véritablement conséquent, à mon sens, ne pourrait avoir lieu sans ce débat-là. Tout cela pour deux raisons. À partir de ce débat, nous pourrons aboutir à des réformes de fond
qui vont enfin impulser une dynamique susceptible de nous amener à créer une Mauritanie égalitaire, mais également ce débat national permettra de communiquer. Parce que l'un des problèmes focaux, c'est que nous n'arrivons pas à communiquer avec l'autre. Ils ne sont jamais là lorsque nous voulons discuter. Or, lorsqu'il y aura au moins un débat national supervisé par l'État, toutes les communautés seront là, y compris la communauté arabo-berbère. Et là, il va bien falloir que nous discutions sur les questions de fond. Et cependant, après ce débat national, il faut qu'il aboutisse nécessairement à une réforme constitutionnelle. Car il faut que les produits de ce débat-là, il faut que ce débat d'abord aboutisse à des solutions consensuelles sur l'essentiel, sur la gestion du pouvoir qui doit être une gestion collégiale. Il faut par exemple que lorsque systématiquement il y a un arabo-berbère qui soit président de la République, que le Premier ministre soit pris parmi les négro-africains, que le président de l'Assemblée nationale ou alors le président du Sénat soit pris parmi les Haratines, etc., etc. Voilà un peu l'esprit. Je n'entrerai pas dans les détails. Donc il faut que nous arrivions à ce consensus-là, une manière de gérer le pouvoir ensemble. Donc il faut donc, au sortir de ce débat national, que les conclusions qui admettront ces solutions consensuelles sur la gestion collégiale de l'avoir, du savoir et du pouvoir soient consignées dans le cadre de la loi organique, dans le cadre de la Constitution elle-même, pour que, dès qu'on inscrira dans la Constitution que systématiquement, par exemple, le un quart des portefeuilles ministériels et de toutes les nominations doivent systématiquement revenir aux négro-africains, avouez que là, ça fera véritablement évoluer la situation. Que sur un gouvernement de 20 ministres, eh bien, que les 5 soient systématiquement des négro-africains. Etc., y compris pour les postes de secrétariat généraux, de directeurs, y compris dans les forces armées de sécurité. Là, nous pouvons aller vers une Mauritanie de type égalitaire. Et voilà donc, et enfin, dans le cas toujours, pour ce qui est de l'éducation, il n'y aura, à mon sens en tout cas, il n'y aura jamais d'égalité tant que nos langues nationales ne seront pas introduites dans le système éducatif et apprises en tant que telles. Des langues qui ne sont parlées que dans les maisons, c'est des langues qui sont historiquement vouées à l'extinction. Il ne faut pas qu'on s'en trompe. Si nous acceptons le principe que nos langues ne seront pas étudiées, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'elles ne seront plus parlées en dehors de la maison. Elles ne seront pas parlées dans les bureaux, elles ne seront pas parlées à l'école, elles ne seront pas parlées en dehors des frontières de la maison. Elles sont vouées à l'extinction. Voyez, tout simplement, ici en France, lorsque vous vivez avec vos enfants, vos langues maternelles ne peuvent pas émerger parce qu'elles ne sont parlées qu'à l'intérieur. Et au bout d'une deuxième, troisième génération d'ailleurs de migrants, elles finissent par disparaître. Les gens s'assimilent. Donc si nous voulons sauver notre personnalité, notre être, il va falloir trouver les voies et moyens d'introduire très rapidement nos langues nationales dans le système éducatif. Dans un premier temps, au moins au niveau du primaire. C'est possible, c'est réalisable. Et j'en profite pour en parler parce que c'est une question d'actualité. Il n'y a pas longtemps, l'an dernier déjà, ils avaient parlé des états généraux de l'éducation. Mais bon, à un moment donné, ils ont fait machine arrière parce qu'ils auraient appris que les négro-africains, à travers les mouvements actifs, se préparaient là aussi à descendre dans la rue pour demander l'introduction immédiate de ces langues nationales dans le système éducatif. Ils l'ont remis à cette année. Et je viens de lire, il n'y a pas longtemps, la commission a été installée, elle a été créée, la commission de supervision de ces états généraux a été créée et installée officiellement par le ministre. C'est l'occasion, et j'ai dit qu'après le combat que nous avons eu à mener et qui du reste presque abouti à l'intérieur du pays pour ce qui est de ces recensements, nous allons dans les semaines à venir entamer un combat de type nouveau. C'est la mobilisation de l'ensemble des négro-africains pour les amener à sortir, pour un seul mot d'ordre, demander que les états généraux de l'éducation en cours qui se préparent prennent en charge cette donnée fondamentale, à savoir l'introduction du pulaar, du soninké et du wolof dans le système éducatif. On ne veut plus attendre, on veut que ça se fasse maintenant, tout de suite, d'ici peut-être l'an prochain ou l'année suivante, mais qu'il faut que ces états généraux prennent cette question en charge. Et c'est possible. C'est possible de le faire. Il suffit tout simplement de sortir, de l'exprimer. On prend des coups, mais bon, on n'a jamais rien sans pour autant en prendre les coups. Ce qui m'amène donc à la dernière partie de mon exposé, méthode d'action. Tout cela, vous pourrez bien me le dire, c'est bien beau.
Mais comment est-ce que nous pourrons réussir à mettre ces autorités sous pression pour accepter à lâcher du lest ainsi et à développer un peu cette dynamique de mise sur pied d'une Mauritanie égalitaire? Eh bien, une double action. Une double action sur deux axes. Premièrement, sur le plan de la communication. Ça fait longtemps que nous parlons, il va falloir continuer à parler, écrire, parler, sensibiliser encore et encore, mais dans le cadre de cette sensibilisation, il va falloir à partir de maintenant privilégier un axe fondamental, central, c'est la communication transnationale entre nous et la communauté arabo-berbère. Il va falloir, je ne sais pas quel moyen il faut inventer, mais il faut réussir à les toucher d'une manière ou d'une autre. C'est d'ailleurs ce qui fait que lorsque nous avions commencé les sittings dans le cadre du mouvement Touche pas à ma nationalité, au bout du troisième sitting, les quelques morts qui ne venaient plus, eh bien, quelques gens de nos jeunes camarades nous disaient, mais on n'a plus besoin de parler Hassania, ils ne sont pas là, ils sont entre nous, on ne parle pas Hassania. Je leur dis non. Il y en a qui passent, il y en a qui nous écoutent, il faut justement parler Hassania. Et donc, après avoir parlé Pulaar, Soninké, Wolof, français, nous parlions également parce que nous avons besoin qu'ils comprennent notre discours. Qu'ils comprennent que ce que nous ne revendiquons pas contre eux. Nous revendiquons tout simplement notre droit. Le mouvement Touche pas à ma nationalité n'est pas là contre une communauté, il est là tout simplement pour revendiquer les droits des communautés qui sont elles opprimées. Et cela, c'est important. Cet axe de la communication, à mon sens, il est névralgique. Deuxième action. Cela ne suffit pas. Donc, parler, s'exprimer, dénoncer, c'est bien, c'est très bien, c'est important, mais cela ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faudra faire en plus? Eh bien, c'est là où nous avons dit, au niveau en tout cas du mouvement que je préside, nous avons inventé un concept, c'est celui que nous appelons le harcèlement pacifique, que du reste nous avons commencé à mettre en œuvre depuis l'année dernière, dans le cadre du flair d'abord, et ensuite, maintenant, dans le cadre du mouvement Touche pas à ma nationalité. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement pacifique? Par définition, c'est un peu une alternative entre, d'une part, la lutte armée, la lutte violente armée, que ces armes soient des bâtons, des armes de guerre ou n'importe quoi, d'un côté, et de l'autre côté, l'immobilisme. Ou bien, nous allons dans une dynamique de combat par la violence parce que le régime est violent. C'est une possibilité, mais est-ce que cette possibilité en ce moment, elle est conforme au contexte national et international? Je réponds que non. Ou alors, c'est dire, on ne peut plus changer les choses, ça fait trop longtemps que ça dure, on croise les bras et on ne fait rien, l'immobilisme. Il y a une alternative au milieu, c'est le harcèlement pacifique. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement pacifique? Eh bien, nous revendiquons, dans un premier temps, nous parlons, vous ne nous écoutez pas, nous allons écrire, vous ne nous écoutez pas, nous sortons pour faire des sittings, vous ne nous écoutez pas, nous marchons, vous ne voulez pas nous autoriser, nous marchons quand même. Eh bien, vous allez paniquer, vous allez tirer peut-être, nous remarcherons quand même. C'est cela le harcèlement pacifique. Il faut revendiquer suivant d'une nouvelle manière, d'une manière beaucoup plus dynamique. Nous allons faire face. Et je pense que le contexte, en ce moment, le contexte national et international est assez conforme à cette situation-là. Et c'est ce que d'ailleurs nous avons commencé à mettre en œuvre depuis 2 ou 3 ans avec les étudiants à l'université de Nouakchott, avec la police lorsqu'elle arrête, par exemple, l'an dernier, lorsqu'elle a arrêté des étudiants après les confrontations, elle a arrêté seulement les seuls étudiants négro-africains. Nous sommes allés devant le commissariat. On a amené les nappes, on ne bouge pas, vous ne les libérez pas, on ne bouge pas. Ou vous arrêtez tout le monde, vous n'arrêtez personne. Eh bien, au bout du 3e jour, ils les ont libérés. Eh bien, c'est ce que nous avions fait également dans le cadre du flair qui avait abouti au problème dont vous avez entendu parler. Et c'est ce que nous faisons avec le mouvement Touche pas à ma nationalité. Lorsque nous sommes arrivés le premier jour des sittings, c'était le 31 juin passé, devant le centre de recensement de Serpent, parce que nous avions lancé l'appel par les réseaux sociaux. Nous avons trouvé alors un déploiement impressionnant de la garde nationale, près de 8 véhicules bien armés. Et nous arrivons, nous étions une dizaine, les responsables. Et on déploie nos banderoles devant le centre. L'officier de la garde arrive, il nous dit, non, mais qu'est-ce que vous faites? Nous lui dit, nous sommes là pour faire un sitting. Non, vous ne pouvez pas faire de sitting parce que vous n'avez pas d'autorisation. Et je lui réponds que nous n'avons pas besoin d'autorisation pour faire un sitting. Il me dit, si vous avez besoin d'une autorisation, je lui dis, nous ferons quand même le sitting. Et Abdul Biranouan, qui était à ma droite, lui dit, mais écoutez, mais c'est trop facile. Tous les jours, devant les grilles de la présidence des Mours font des sittings.
vous n'êtes jamais allé leur demander pour qu'est-ce qu'ils font là. Et parce que simplement, nous sommes des Noirs, nous sommes là pour revendiquer des droits élémentaires, vous ne voulez pas que nous fassions le sit-in. Nous le ferons quand même, notre sit-in. Nous avons déployé les banderoles. Ou alors, il va falloir nous enlever de là par la force, parce qu'on ne bouge pas. Et alors, il est reparti, se concerter avec ces hommes, il est revenu pour nous dire, bon, sachant que nous étions résolus à faire quand même le sit-in, et qu'il fallait nous enlever de là par la confrontation, et il se trouve qu'à chaque fois qu'ils nous ont amenés à la confrontation, ça a créé un désordre beaucoup plus grand. À chaque fois qu'ils le répriment. Ils se sont dit, bon d'accord, donc si vous ne mettez pas de désordre, faites votre sit-in. Nous avons fait le sit-in. Deuxième sit-in à Elmina. Troisième sit-in à Terrozère. Et de fil en aiguille, les gens venaient de plus en plus. Lorsque nous avons estimé qu'il y avait suffisamment de monde qu'il fallait passer à la marche, eh bien, après la fête de Korité, nous sommes passés, nous avons décidé de déclencher le mouvement de masse en le faisant de sorte qu'il SM, qu'il prolifère à l'intérieur du pays. Il était prévu donc qu'il se déclenche à partir du 17 ans. Et là, dans un premier temps, il le reprime, mais seulement ça se passe encore très mal parce que les gosses qui en ont ras-le-bol, ils se replient dans leur quartier, ils brûlent des véhicules, ils résistent comme ils peuvent. Et ils se sont dit, mais à chaque fois qu'on réprime, ça se passe mal, alors mieux vaut les laisser manifester. Donc voilà, c'est cela donc le harcèlement pacifique. Et je pense qu'il faudra, dans les jours à venir, dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir, il faudra s'acheminer vers ce type de lutte-là, parce que nous n'avons pas le choix, parce qu'il ne faut pas rester les bras croisés, et parce que nous sommes trop faibles pour faire face à un régime qui est militairement assez puissant. Et je vous remercie de votre attention. Alors merci Mamadou Kalidouba pour cette brillante et intéressante intervention, d'autant plus que vous êtes un homme de terrain et en même temps chercheur, donc ça nous a éclairé sur un certain nombre de points. Je disais au début de la conférence, de la série de conférences, que Maïta Moudba était en route, donc il vient d'arriver. Il devait parler de la question de l'identité nationale. Je pense que ça va rejoindre pour beaucoup ce que vient de dire Mamadou Kalidouba. Donc, je vais lui donner la parole pour aller dans le même sens et puis après nous passons aux questions avant de faire une première pause et de laisser intervenir Ousmane Sam.